Hier matin, le pétrole frôlait les 105 $ le baril. On parlait de blocus militaire, de 20% de la consommation mondiale coupée en un claquement de doigts. Les futurs américains étaient déjà dans le rouge et des analystes très sérieux avec des cravates très chères évoquaient 130 voire 150 $ le baril. Et puis Goldman Sachs a publié ses résultats et là, comme par magie, la guerre est devenue un détail en arrière-plan. On est passé à autre chose. On a redécouvert les softwares, la tech. Et on s'est dit qu'après tout, la paix était peut-être au bout du tunnel. Restait encore à déterminer la longueur du tunnel, mais ça nous a suffi pour vivre une belle journée. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Bayet et nous sommes le 14 avril 2026. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment les marchés financiers ont, en l'espace de 6 heures, complètement retourné leur veste, leurs convictions et apparemment aussi leur rapport à la réalité. Alors, c'est parti, on y va tout de suite. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Je vais commencer par vous expliquer la logique de marché telle qu'elle s'est manifestée hier. Depuis des semaines, je vous le rappelle, on ne pouvait pas ouvrir un terminal Bloomberg, allumer CNBC ou simplement regarder son smartphone sans tomber sur un titre du genre « La géopolitique paralyse les marchés, le Moyen-Orient dans la tourmente, Wall Street attend anxieuse l'issue des négociations ». Bref, la géopolitique partout, tout le temps, encore et encore. Un peu comme cette chanson qu'on vous passe à la radio, vous n'avez rien demandé, mais elle vous tourne dans la tête pendant 3 semaines. Et puis hier, justement le jour où on s'attendait à ce que la géopolitique fasse à nouveau les gros titres après un week-end de négociations complètement foiré, il s'est passé quelque chose de profondément inattendu. Les marchés ont fait hausser les épaules. Ils ont haussé les épaules, collectivement, simultanément, comme si un espèce de signal invisible avait traversé tous les trading floors de la planète en même temps. Le raisonnement, si on peut appeler ça comme ça, c'était bon, il n'y a pas eu d'accord de paix ce week-end, il y en aura un, forcément, un jour, c'est sûr. Allez, passons à autre chose. Voilà, c'est ça. La profondeur analytique des marchés financiers en 2026. On projette une paix hypothétique dans un futur indéterminé et hypothétique. On l'inscrit dans les cours et on enchaîne sur les trimestriels. Et vous savez quoi ? Ça a fonctionné. Maintenant, il ne faut pas vous réjouir trop vite. Le président Trump n'a lui absolument pas décidé de prendre sa journée parce que le jour où Donald Trump ne tweete plus, c'est soit qu'il dort, soit qu'il est mort. Et comme il n'est visiblement ni l'un ni l'autre, les tweets ont donc continué à affluer toute la journée. Hier, le boss a répété avec une régularité de métronome sous caféine que tout bateau non ami qui tenterait de violer le blocus du détroit d'Ormuz serait proprement exterminé. Il faut d'ailleurs saluer ici une logique diplomatique assez originale, joliment résumée par quelqu'un sur X hier. Je le cite d'ailleurs. Pour ouvrir le détroit d'Ormuz qui était ouvert avant la guerre, Trump a donc décidé de le fermer. Et donc l'auteur ajoutait avec une sagesse qui force le respect « Ne me demandez pas de vous expliquer, s'il vous plaît ». Et je le comprends tellement. Mais Trump, c'est aussi l'homme du chaud et du froid. Mais hier, du côté chaud, il a lâché une information qui a immédiatement réchauffé les marchés. Les Iraniens auraient contacté en secret les États-Unis pour négocier parce que, et je cite Donald Trump lui-même, ils veulent vraiment un accord de paix. Pendant ce temps, sur X, les Iraniens trollaient Trump en publiant la carte des stations-service de Washington avec les prix du gallon, ce qui est, reconnaissons-le, un niveau de communication diplomatique assez inédit dans l'histoire des relations internationales. Mais apparemment, le trolling officiel n'empêche pas les négociations officieuses. Ou du moins, c'est ce que Trump assure. Est-ce qu'il dit la vérité ? Personne ne sait. Mais les marchés, eux, ils ont décidé d'y croire. Parce que c'est ça un marché financier. Au fond, une machine à transformer l'espoir en prix. Même un espoir basé sur un tweet d'un homme qui ferme des détroits pour les rouvrir. Revenons maintenant sur le film de la journée d'hier parce qu'il est assez savoureux. Hier matin, donc pétrole à 105 $ sur le WTI, futur américain en recul de près d'1%, ambiance Apocalypse Now sur les écrans, on sortait les scénarios à 130, 150 $, les émissions de radio expliquaient pour la 1000e fois que le détroit d'Ormuz représente 20% de la consommation pétrolière mondiale, blablabla. Bla bla. Bref, stratégie appliquée, on achète le pétrole, on vend les actions, c'est logique, c'est rationnel, c'est même presque courageux intellectuellement.
Et puis l'Europe, elle s'est inclinée naturellement. Le DAX perdait 0,26%, le CAC 0,29%, la Suisse, qui je sais n'est pas dans l'Europe, mais qui a quand même le SMI, lâchait 0,28%. Fermeture des marchés européens vers 17h30, rideau côté vieux continent. Et là, Trump se remet à tweeter. Et là, quelqu'un a sorti une calculatrice. Il y a eu une forme de réflexion. Et là, ce quelque chose a réalisé que le blocus coûtait à l'Iran dans les 400 millions de dollars par jour, tout compris. Ce qui est beaucoup, même pour un État qui a l'habitude de gérer les sanctions comme d'autres gèrent les abonnements de streaming, avec une légèreté relativement assumée. La conclusion a donc été rapide, les Iraniens ne tiendront pas, un accord est inévitable, donc on achète. Le pétrole a terminé sous les 100 $, le marché américain s'est retourné et la stratégie buy petrol sell action du matin s'est vite retrouvée aux oubliettes aussi vite qu'elle avait été conçue. Venons-en maintenant au vrai sujet de la journée, Goldman Sachs. Oui, parce qu'on entre dans la saison des résultats trimestriels et Goldman Sachs a ouvert le bal avec la classe d'une institution qui sait exactement ce qu'elle fait, même quand le monde brûle autour d'elle. Les chiffres d'abord, parce que les chiffres chez Goldman, ça mérite qu'on s'y arrête. Bénéfice net, 5,63 milliards de dollars, soit 17,55 $ par action. Les analystes en attendaient 16,47. Revenu 17,23 milliards. Les attentes étaient à 17 milliards. Goldman a pulvérisé les attentes. Ce qui a vraiment tiré la machine, c'est le trading action, record absolu, meilleur trimestre de tous les temps pour la société. Les traders de Goldman Sachs ont surfé sur la volatilité ambiante comme des champions du monde de surf surferaient sur un tsunami avec une élégance et sans se mouiller les chaussettes. Également un record, et l'investment banking cartonne, plus 48% sur les frais portés par les fusions-acquisitions et le marché primaire des actions. Voici pour le côté lumineux. Maintenant, on passe au côté obscur de la force, c'est le FICC, le FICC. Pour les non-initiés, c'est le département taux, devises et matières premières. Ce business recule de 10% malgré quelques bonnes nouvelles sur l'énergie et les devises. Un concurrent a même qualifié ça de grand raté FICC, ce qui, dans le langage feutré de la finance institutionnelle, équivaut à une insulte. Résultat des courses, malgré des chiffres globalement impressionnants, le titre Goldman Sachs a perdu 1,87% sur la séance. Ce qui nous amène à la règle numéro 1 de la saison des trimestriels 2026, la perfection ou rien. Il ne suffit plus d'être bon, il faut être très bon et partout dans chaque division, chaque ligne de revenus, chaque sous-catégorie de produits dérivés. Si vous avez un seul bémol dans votre publication, bam! Le marché vous punira. Bienvenue dans la saison des résultats la plus exigeante de ces dernières années. Mais la vraie surprise de la journée, la cerise sur le gâteau pyrotechnique, c'est le retour en grâce spectaculaire des valeurs software. Petit rappel de contexte, il y a quelques jours en arrière, Anthropic sort un nouveau modèle d'intelligence artificielle qu'on va gentiment appeler Claude Mythos, parce que le nom sonne comme un super vilain de chez Marvel avec un abonnement Bloomberg, et ce modèle s'avère particulièrement efficace pour identifier les failles de sécurité dans les logiciels. Réaction immédiate des investisseurs, panique totale, sell off everything, le secteur software se fait démonter et perd plus de 7% en 3 séances. La thèse du grand remplacement des logiciels par l'IA qui traîne dans les couloirs depuis l'automne dernier s'est soudainement transformée en certitude. L'IA est trop forte, les boîtes de software vont mourir. Sauf que voilà, hier, le marché a révisé sa position. Elles vont peut-être mourir, mais pas tout de suite. Et en attendant, les cours ont beaucoup baissé, donc on rachète. Le secteur software rebondit de 5,4%, sa meilleure journée depuis avril 2025. Oracle s'envole de 12,7%, ServiceNow plus 7,3%, CrowdStrike plus 6,1%, Salesforce plus 4,8%. Les experts se sont empressés d'expliquer que le récent sell-off était sévère et indiscriminé, et en clair, tout le monde a vendu sans réfléchir, et maintenant, tout le monde rachète sans réfléchir non plus, ce qui est, admettons-le, une cohérence parfaite. Et puis, il y a l'ironie géopolitique. Magnifique dans sa perversité, la menace des cyberattaques iraniennes profite aux valeurs de la cybersécurité. On est donc dans cette situation réjouissante où un conflit armé en cours est littéralement un argument haussier sur des titres cotés. Oracle, au passage, a récupéré 50 milliards de capitalisation boursière en une seule journée, ce qui est impressionnant. Même si le titre a perdu 55% depuis le mois de septembre. Donc il va en falloir des rebonds de 12% pour ramener Larry Ellison dans le classement Forbes. Et puis ce matin, l'Asie suit le mouvement, évidemment. La Corée du Sud mène la danse, le Kospi grimpe de 3,4%, son plus haut depuis 6 semaines. SK Hynix bondit de 9% et touche un record historique. Samsung gagne 4%. Les investisseurs achètent les fabricants de puces liés à la demande technologique mondiale.
ce qui signifie en langue du monde merveilleux de la finance que tout le monde achète les mêmes titres en même temps parce que l'IA a besoin de chips et que personne n'a de meilleure idée. Ah, clairement, c'est une stratégie, c'est un choix. Au Japon, le Nikkei prend 2,5%, SoftBank s'envole de 10% parce que quand on ne sait pas quoi acheter comme tech japonaise, on achète SoftBank. Et puis il y a la Chine. Alors la Chine, c'est un petit peu plus nuancé. Exportation de mars, plus 2,5%. Le consensus attendait plus 8,3%. Les 2 premiers mois de l'année avaient affiché plus 21,8%. En un mois, on est passé d'une Porsche Turbo à un vélo avec un pneu crevé, sous la pluie. Explication officieuse, les entreprises avaient anticipé les tarifs douaniers en janvier-février, c'était gavé à l'avance et là, c'est la gueule de bois qui commence. Les importations explosent à plus 27,8%. La demande intérieure est résiliente selon les économistes, ce qui peut aussi vouloir dire que la Chine remplit ses entrepôts avant que tout devienne encore plus cher. Shanghai gagne quand même 0,8% parce que les marchés chinois entretiennent depuis longtemps, il faut le dire, une relation avec la réalité économique qu'on qualifiera de aléatoire. Alors, où en sommes-nous ? En 24 heures, on est passé de la guerre va faire exploser le pétrole à $150 et on va tous mourir, à Goldman Sachs cartonne, les softwares rebondissent, les semi-conducteurs reprennent 27% en 2 semaines et l'Asie suit le mouvement. Le Nasdaq a enchaîné 9 séances de hausse consécutives, c'était plus arrivé depuis fin 2023. Le S&P 500 clôture à 6888 points, un plus haut que son niveau d'avant-guerre. Il manque encore 126 points pour les sommets historiques, soit moins de 2%. Et puis il y a LVMH en bonus nocturne qui perd 6% de revenus au premier trimestre parce que ses meilleurs clients du Golfe ont des missiles qui sifflent au-dessus de leur boutique préférée. La directrice financière assure que la richesse ne s'est pas évaporée, ce qui est sa façon élégante de dire que les riches sont toujours riches, juste temporairement moins enclins au shopping sous les bombes. La guerre en Iran, elle est toujours là. Le blocus du détroit d'Ormuz, il est toujours là. Toujours là, Trump sur son smartphone, plus que jamais. Mais le marché, lui, visiblement, pour l'instant, il a tourné la page. Oui, parce que c'est ça la beauté terrifiante des marchés financiers. Ils n'ont pas de mémoire, ils oublient tout très vite, voire très très vite, avec une efficacité qui ferait rougir un poisson rouge. Un accord de paix n'a pas été signé, mais on a décidé qu'il le serait un jour, donc c'est quasiment acté. On passe à autre chose, et autre chose, hier, c'était Goldman Sachs, le software et les semi-conducteurs. Demain, ça sera sûrement autre chose. C'est ça, les marchés, ils n'ont pas de mémoire, mais ils ont toujours une bonne raison d'avancer ou de reculer. C'est selon l'humeur. Et le prochain tweet, bien sûr. Aujourd'hui, on attend les résultats de JP Morgan, BlackRock, Wells Fargo, Citi, Johnson & Johnson et Kering. Autrement dit, une journée qui pourrait soit confirmer que le bull market est de retour, soit nous rappeler brutalement que la perfection est la seule chose acceptable en cette saison. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, de partager et de commenter. Et moi, je reviens bien sûr demain pour voir si on a réussi à garder le rythme des fondamentaux. Très belle journée à tous, à demain. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.